Merci de prendre place et de poursuivre cette matinée avec nous. On a commencé en parlant d'amour dès le matin, à 10h30. On va continuer à parler d'amour, d'amour de la cuisine, mais d'amour tout court. Il y a beaucoup d'amour sur cette scène depuis déjà 24 heures. On est très content là encore de changer de région, de partir un peu plus au nord. Vous savez, comme Omnivore cette année s'est concentré sur les restaurants situés en France. On part dans une région qu'on aime beaucoup à Omnivore. Des grands noms sont passés sur cette scène qui ont raconté cette région. Le discours continue avec des jeunes cuisiniers qui se sont installés dans cette région. Je vous demande de les accueillir tous puisqu'ils sont assez nombreux. Ismaël Guergenton et toute son équipe du restaurant Empreinte. Ismaël et Inès et la brigade. En fait, vous les avez tous payés pour être là, c'est ça sûr. Hein, on est d'accord. Nos équipes, elles sont en forme. On avait demandé justement le... Ah voilà, c'est ça. Ouais, ils sont là. On les avait perdus. Bon, bienvenue sur cette grande scène. Merci. On est très heureux de vous accueillir, hein, tous les 5, tous les 2. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. On est super contents, super émus d'être là. Et voilà, on a hâte de vous montrer un petit peu ce qu'on fait chez nous. Un peu stressé, mais encore une fois, on va se détendre. Comme le pigeon de tout à dans l'heure, le bon sens. de Maxime. On aime les gens détendus chez Omnivore et c'est sûr que ça va bien se passer. Racontez-nous un peu donc Empreinte, racontez-nous votre histoire en quelques mots avant qu'on parle justement de cuisine. Ben justement, tu parlais de rencontres et d'amour. En fait, l'histoire a commencé comme ça. On s'est rencontrés par un pur hasard et au fil et à mesure des mois, c'est allé assez vite. En fait, il y a eu un éclair. On était sûrs d'ouvrir un jour notre établissement. Et tout a démarré de ça, de notre rencontre, de nos différentes points de vue et qualités. Et au fur et à mesure, en fait, le réseau des restaurateurs, c'est un moment incroyable. Hein. On rencontre plein de monde comme sur cette scène, comme sur des festivals comme ça. Et est venue l'idée de créer Empreinte. Empreinte, justement, c'est l'empreinte de chacun. Donc, le restaurant a été créé dans cet esprit-là. Et on met en avant en fait, toutes ces rencontres de ces différentes années. Donc, un restaurant qui ne s'arrête jamais, qui grandit toujours et qui est comme une histoire de couple, en fait, qui avance. Et alors, Ismaël, cette cuisine d'Empreinte, comment toi, tu pourrais la définir ou comment tu aurais envie de la raconter? C'est une cuisine de produits. En fait, on va mettre en avant le produit, on va le transformer, mais sans le dénaturer de trop non plus. L'idée, c'est de mettre en avant notre territoire. Dans le Nord, on a un super territoire qui est peu connu. Et donc, on va l'amener en sortant des clichés, en déclinant des produits connus ou méconnus pour surprendre. On est vraiment sur une cuisine de surprise. On va amener le client à la surprise, à la découverte d'un ingrédient. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est situé ce restaurant est-ce que vous pouvez nous le raconter en quelques mots, justement? Alors, il est situé en fait aux portes de Lille. Donc, on n'est pas à Lille même, donc on est à Lambersart. Tout à fait. Lambersart, c'est vraiment à 10 minutes du centre. On est dans un ancien établissement qui a toujours été un commerce, qui était en fait l'ancienne bar de l'hippodrome. Donc, on est avenue de l'hippodrome, une très très belle avenue. Et voilà, on a perduré l'histoire des commerces et ça a été bar tabac, ça a été un bistrot et nous on a repris pour en faire notre restaurant gastronomique. Très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez eu envie de ramener de votre territoire et de Lambersart pour nous montrer jusqu'ici ce que vous faites là-bas? On va montrer plusieurs choses. On va travailler d'abord les produits de la mer. Moi, je suis très attaché à la cuisine de la mer parce que j'ai été baigné dedans, j'ai grandi sur la côte d'Opale. Donc ça fait partie aussi de ma culture food. Okay. Et donc on va travailler des produits de la mer, on va travailler du végétal. Voilà, l'idée c'est de mettre en avant aussi les gens avec qui on travaille, qui sont nos partenaires, qui nous nourrissent de leur culture, de leurs produits, des différentes choses et je les vois travailler derrière. Est-ce que vous ne voulez pas les faire monter sur, disons, l'avant? En tout cas, qu'on puisse un peu voir ce qui se passe derrière, parce que la brigade, elle a l'air extrêmement concentrée. Allez, les gars. Montrez-vous un petit peu. Voilà, donc ça, c'est notre équipe. Alors déjà, on peut les présenter. Hein. Arthur, qui est notre sous-chef. Mais on peut les applaudir, bien sûr. Salut, Arthur. Voilà, Valentin, qui est avec nous en cuisine aussi. Salut, Valentin. Depuis une belle année. Et Rémi, notre chef pâtissier. Salut, Rémi.
Ça fait Il y a un 3 petit ans peu de qu'il est avec buée nous. sur Ouais. Et est-ce que vous voudriez bien aussi nous montrer ce que vous faites? C'est-à-dire que là, on ne pourra pas voir. Donc, est-ce qu'on peut passer un peu vers l'avant pour que vous puissiez Bien prendre, voilà, disposer. On va faire un petit peu de place tout en gardant nos distances, bien sûr. Mais voilà, qu'on puisse comprendre effectivement, Ismaël, la cuisine que tu fais dans ton restaurant, que vous faites ensemble avec Inès. Voilà, quels sont les produits justement Eh ben exactement, on va commencer déjà avec une première recette autour du maquereau et du cresson. Donc c'est une assiette en 3 assiettes en fait. Donc voilà, là l'idée c'était vraiment de décliner le produit, de montrer vraiment toutes les utilisations qu'on pouvait faire. Et ça représente assez notre cuisine sur le jeu de texture, sur le jeu de chaleur, sur justement voilà, c'est cette association comme avec 2 produits simples qui sont 2 ou 3 produits simples, chou rave ici, maquereau et cresson. Ça, c'est aussi une de tes signatures. C'est l'envie d'avoir un peu de produits dans une assiette, Exactement. des produits qui sont identifiés, clairs, dont on va pouvoir comprendre effectivement la résonance, mais sans artifice. On fonctionne souvent par 3. Donc par 3, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un produit, on va le décliner souvent de 3 façons différentes, sous 3 textures, et c'est souvent ce chiffre 3, chiffre 3 qui magique. revient. Voilà. Et donc là, on a travaillé donc le chou rave accru, qu'on a mis en imprégnation donc dans de l'huile de cresson. Ok. Voilà. Et également dans du jus de maquereau. Donc le jus de maquereau, on a fait retirer les arêtes, c'est un petit peu comme un jus de viande, mais avec du poisson. Donc ça, c'est pour la première assiette. Donc on va commencer à... Hop. Le chou rave, il est en porte-pièce là en fait, c'est Voilà, ça? en porte-pièce, en porte-pièce japonais, donc tranché à la mandoline. Et voilà. Et donc là, on va avoir l'imprégnation, ça va permettre d'avoir des textures différentes et surtout des goûts différents. Ensuite, sur cette recette, on va travailler également le maquereau en charcuterie. Voilà, au restaurant, on s'est mis à faire des charcuteries, que ce soit de viande, de poisson. Et donc, on travaille ce maquereau en charcuterie qui a été donc salé, fumé. Ok. Voilà, et ensuite, il y a juste Et à quelle avoir la patience d'attendre que le produit soit au frais. Et justement, quelle différence dans cette préparation? Tu parles de charcuterie, le maquereau séché, le maquereau fumé, c'est des grands classiques. On est sur une base assez proche, hein? Oui, c'est assez proche. Voilà, c'est une façon pour nous de conserver les maquereaux et puis aussi d'apprendre. On est un restaurant où on aime l'audace, on aime aussi se remettre en danger et toujours être dans l'acquisition de connaissances. Voilà. Donc là, on travaille sur les charcuteries, on travaille sur les fermentations et une fois que ça sera maîtrisé, entre guillemets, on ne va pas le mettre au placard, on va s'en servir comme base de cuisine, base, okay. mais on va aller passer à autre chose, voilà, pour toujours rester en mouvement dans notre cuisine. Ok. Voilà. Donc là, on a également taillé, taillé du chou rave accru. Hop. On va venir mettre un condiment qui est une purée de cresson. Hop. Ici, on est sur un chou rave cuit, donc cuit entier au sel, classique, qu'on va également emporte-piécer avec ses emporte-pièces japonais. Donc tu fais une sorte de petit maquis de chou rave. Exactement, donc on va donner une petite forme un peu aérienne, un peu sympathique. L'idée aussi dans notre cuisine, c'est vraiment en fait de représenter le terroir et de vraiment proposer des ingrédients qu'on a tous à la maison ou qu'on peut retrouver dans les marchés, de partir vraiment sur des... Enfin, on a une sorte en fait de responsabilité aujourd'hui justement de venir en fait redorer un petit peu tous ces produits modestes et de montrer qu'on peut faire de grandes choses avec le maquereau, le chou rave, le ça. cresson, effectivement, hein, ça nous parle tous, pas d'ailleurs forcément que des bons souvenirs. Exactement aussi. Donc il s'agit de faire tomber un peu les clichés et de revenir à une réalité. C'est qu'on parle de noblesse du produit depuis déjà 24 heures. On re-questionne la notion même de noblesse d'un produit, la noblesse d'un oignon versus la noblesse du caviar. Il n'y a pas de produit plus noble, il y a des produits qui sont plus accessibles que d'autres. Mais chacun peut avoir son expression. Et comment vous travaillez justement tous les deux dans Empreinte? Comment se passe c'est un sujet qu'on a aussi abordé tout à l'heure. Comment ça se passe? Ça dépend des jours, mais non, ça se passe très très bien. C'est vrai que ça dépend d'elle. Toujours. On entend que dans la salle ils acquiescent.
J'ai l'impression, oui, là-bas. Donc là, on a fini l'assiette. Enfin, tu vois, il coupe la parole en Ah même ouais, temps. non, mais Voilà. complètement, complètement. On a fini Vas-y, l'assiette Ismaël. en rajoutant du coup le maquereau qu'on a taillé oui, donc du ça, coup, en c'est brunoise. très C'est la bien. charcuterie de maquereau. Attends, je vais, Voilà. je vais me déplacer. Donc ça, Exactement. ok. Donc là, on a vraiment un côté puissant, un côté marin. Et on vient ajouter du cresson Barbara, qui pousse chez notre maraîcher Driss Delanotte, qui Bien sûr. Qu'on aime beaucoup. a 10 quebus. Et là, c'était aussi la façon de décliner les cressons, parce qu'on connaît le cresson, mais en fait, on a une variété de cressons assez... Mais ce qui est intéressant avec cette chair de maquereau, c'est que contrairement justement au maquereau séché, au maquereau au poivre dont on a l'habitude, finalement l'assaisonnement va emporter le goût du poisson. Là, c'est vraiment le goût du maquereau, mais avec ce gras très agréable en bouche. Alors, côté texture, on n'a pas quelque chose de sec, on a vraiment quelque chose, on peut maîtriser justement notre temps de séchage pour vraiment aller chercher la texture qu'on veut. Ça me fait penser à un jambon cru, effectivement, mais de poisson. Exactement. Bon, bah, franchement. Donc hyper on va intéressant. attaquer la deuxième assiette de maquereau. Donc là, on est sur un maquereau mariné, donc qui a été juste mariné, qu'on va juste brûler à la flamme du chalumeau. Et Ismaël, pour que je comprenne bien, quand tu parles d'assiettes, il faut imaginer qu'on est à Empreinte ce soir. Ces assiettes, elles arrivent comment? C'est-à-dire que ça, c'est une préparation. Ça, c'est un plat. Donc on a le maquereau. On a le maquereau on mange le maquereau. Voilà, exactement. Ok. Et donc ce maquereau, ici, on va juste le brûler à la flamme. Donc il a été mariné, donc il est déjà cuit par l'acidité. On a mis du vinaigre de riz. On a mis de l'huile de carméline, on a mis... Qu'est-ce que c'est l'huile de carméline? L'huile de carméline, c'est donc notre productrice qui est ferme du Junelet. D'accord. Donc voilà, qui fait des huiles justement, donc c'est une céréale. La carméline, c'est une céréale. Ok, je et connaissais elle fait pas. des huiles, donc on a également des huiles de colza c'est des choses qu'on a mis en place. Voilà, on essaye de travailler vraiment avec des gens qui ont l'amour du métier. Donc on a investi aussi pour ça. On a été acheter des bidons en inox pour supprimer aussi tout ce qui est bidon plastique. Autant que possible Et le on a un plastique. roulement de bidons inox, et ce qui nous permet de récupérer vraiment un produit top qualité. Elle fait en quantité, c'est vraiment très peu. À l'heure, elle doit passer 1 litre d'huile par Un heure. truc comme ça, oui. Ok. Donc c'est vraiment de façon un travail de passion. traditionnelle. on va Oui. dire. Exactement. Alors Inès, pendant qu'il va m'adresser son petit Tu pourras maquereau, répondre à ma question. tu c'est vois là, ça s'il te plaît. Comment on travaille justement à deux? Comment on travaille dans un restaurant en couple? Comment on fait pour justement trouver l'équilibre. le bon équilibre? Bah, je pense que déjà, en fait, nous, on est parti d'un principe, c'est qu'on avait nos postes. Enfin, lui, il s'occupe de la cuisine, moi de tout ce qui n'est pas la cuisine. Du coup, voilà, c'était déjà défini comme ça dès le départ. Et ce qui est important, c'est vraiment de travailler. Enfin, quand on parle travail, en fait, c'est comme deux associés, c'est boulot. C'est un truc assez fou, mais on arrive vraiment à décrocher entre la partie travail et la partie personnelle. Et après, il y a la deuxième règle qui est ne pas ramener de travail à la maison. D'accord. Donc, on a habité au restaurant pendant 2 ans, comme ça au moins, on était sûr, le ouais. travail était tout le temps là. Puis ensuite, voilà, on a eu la chance de pouvoir déménager. Et là, c'est vraiment quand on est à la maison, on essaye au décroche. maximum de pas parler de ça. C'est Et vrai. après, ça a été, suite à la rencontre, en fait, on s'est rencontrés et on s'est dit, on est complémentaires. Donc, moi, je suis un peu une maniaque du contrôle, très léger. Oui. Très peu. Et lui, c'est plutôt un grand rêveur. Hein. Donc, du coup, Alors, c'est vrai que. Fais-nous rêver avec du coup cette petite assiette. Donc notre maquereau qui a été donc mariné, brûlé à la flamme. Et là, pour accentuer encore le côté marin, le côté iodé, on a récupéré des salicornes. Ouais. Donc il y a quelques mois, à la bonne époque, et puis on les a mis au vinaigre. Pour aussi, voilà, c'est des choses qu'on fait beaucoup, les vinaigres pour les conservations, afin d'optimiser au maximum le produit. Et ici, on a fait quand on vous dit qu'on aime travailler le produit jusqu'au bout, donc on a fait une eau de chou rave avec toutes nos parures de chou rave. Voilà, on va faire. Donc ça va être quoi? Ça va être comme une sorte de bouillon avec. Non, c'est pas du tout cuit. Ok. Voilà, on prend toutes les parures, on les centrifuge, on met juste Ok. une légère ébullition afin de séparer le reste de la chair de l'eau, et on récupère l'eau qu'on passe délicatement. Très bien. Et on a également fait une huile de cresson, Donc ça, la chlorophylle du cresson qu'on récupère pour. chlorophylle classique, donc une huile montée à 70. Hop, Donc ça va trancher un peu, ça va être et très on joli tranche aussi. un petit peu, et on vient finir du coup la deuxième partie du maquereau. Et on Super. termine sur ce maquereau avec une dernière préparation. Voilà. Donc vraiment, on va
On va avoir des choses. Est-ce que tu aurais la gentillesse de les approcher un petit peu plus, les assiettes, de les mettre vers le Bien devant de sûr. la salle, comme ça on pourra les voir davantage. Et donc là, on a travaillé du coup sur le macro froid, le macro chaud et froid. Parce que Ok. le macro, on le fait vraiment au dernier moment. Et ensuite, la dernière préparation, ça va être sur le macro givré. Et donc là, les cressons, on a pu voir, on a travaillé donc ici le cresson qui est le cresson Barbara. Ici, le cresson de Para, qui est vraiment très puissant, presque, qui anesthésie presque un petit peu la bouche. Et là, on est sur des fleurs de cresson de jardin. Ça, on a terminé avec ça T'as terminé avec Ouais, ça c'est terminé. Je Ok, récupère. super, merci pour la salicorne. Donc là, on a fait une poudre de macro givrée. Donc ça sort du froid. Hein. Ça sort du congélateur. Voilà, donc c'est le macro qui a été mariné au sel et au sucre. Ensuite, qu'on bloque en bol à Paco et qu'on fait tourner pour C'est avoir comme ça une que ça se mange, poudre vraiment de macro pure qui est très puissante, très iodée et qui a ce côté fraîcheur qui va amener aussi un début doux. Et ensuite, on va avoir la puissance qui va monter tranquillement. Il y a un petit goût, effectivement, comme d'eau de mer, comme l'huître pourrait proposer aussi. C'est très concentré et en même Ouais. temps, c'est très, très fin. Ouais, c'est super. Et ici, on a l'absolu. Donc, on a fait dans l'esprit d'un zéphyr. Donc, un zéphyr, on a mis un tiers de bouillon pour. Non, pardon, 2 tiers de bouillon pour 1 tiers ici de crème épaisse fermière. Donc, l'absolu, en fait, c'est toutes les parures qu'on n'utilise pas dans notre jus, les parures de chou rave cru. On va les récupérer, on va faire un bouillon qu'on va cuire à 90 degrés toute la nuit et qu'on va nourrir avec chaque jour les nouvelles parures du jour. Voilà. bouillon Et infini. on va voir, c'est un bouillon C'est ça. vivant qui, de jour en jour, prend des notes, des goûts différents Intéressant. et qui est très expressif. Donc un zéphyr. Donc, dans l'esprit d'un zéphyr, Ouais. très aérien, très mousseux. Et on vient juste terminer avec un vinaigre. Ça, c'est une des notes de ma cuisine. C'est les vinaigres. J'aime beaucoup utiliser les vinaigres pour donner du relief. Donc vinaigre ici de cresson et une poudre de cresson. Et ici, c'est la dernière petites- partie du plat qu'on viendra terminer Avec avec quelques fleurs. Quelques fleurs de cresson. Donc là, on a le macro. Là, C'est ça. on a le plat sur le macro. Et ben voilà, on va applaudir Ismaël et Inès. La délicatesse de ce macro, effectivement. Et il saute aux yeux, il n'y a pas de doute. C'est absolument magnifique. Ismaël, je vois que tu es venu avec des produits effectivement peu connus. Voilà, et c'est intéressant peut-être de passer à cette deuxième assiette. Voilà, cette deuxième assiette, alors on a voulu, moi ça a été un peu comme j'ai dit, un peu mon cadeau de l'année. Une belle surprise, une belle découverte, c'est le huila-coche. Donc le huila-coche, on est sur un champignon parasitaire qui prend racine sur le maïs, qui pousse vraiment dans le maïs. Donc on peut voir ici, il a presque pris la place du maïs, le maïs est en dessous. Donc il n'empêche pas le développement du maïs, mais il vient se greffer au maïs. C'est un parasite. Voilà, c'est un champignon parasitaire. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce produit, effectivement, qui est très peu connu en France, c'est un produit qu'on trouve au Mexique, principalement, hein, le huitlacoche, et qu'on avait vu il y a peut-être 2 ans et demi, un chef mexicain qui était venu avec ce produit. On parle effectivement d'une truffe presque, c'est-à-dire que c'est un produit, c'est un mets rare qui est extrêmement noble pour le coup, alors que c'est une maladie du maïs. Exactement. C'est un produit qui est incroyable et qui a effectivement une très grande finesse. C'est très délicat, c'est très parfumé. Il avait disparu un petit peu de nos terres pour des raisons aussi d'agriculture intensive du maïs où les sols du coup étaient vraiment. Et il lui faut un sol extrêmement pur en fait pour Voilà. arriver à pousser. Donc, Il faut c'est une grande ça qui pureté est pour marrant cette maladie. dans Ça a ce- besoin d'une terre très pure et chez notre maraîcher Driss, on a la chance justement qui travaille comme ça depuis. Et alors, comment tu vas le depuis des préparer, années. ce huitlacoche? Alors ce huila-coche, on en a fait un condiment. Donc un condiment qu'on a travaillé dans l'esprit d'un miso. Ok. Donc en fait, on aime beaucoup utiliser aussi des techniques internationales qui peuvent venir de l'autre bout du monde, mais
les travailler avec les produits de nos terroirs. Donc on a fait un miso d'haricots blancs des Flandres. Tu m'en voudras pas si je dis que le Huitla Coche n'est pas un produit du terroir du Grand Nord. C'est pas un produit d'origine du terroir, mais Mais finalement, on en trouve aujourd'hui. C'est il ça. pousse sur notre territoire. Donc, Ça redéfinit aussi cette notion de terroir voilà. quand on voit effectivement des produits qu'on Et donc là, on a fait n'attendait pas. un condiment. Donc vous allez voir, le Huila Coche, quand on le cuit, il est extrêmement noir. Voilà, ça dégage des spores. Tu peux m'en mettre juste une petite... Bien sûr. Je suis curieux de voir... Si ça te rappelle des souvenirs ou Ouais. pas. Moi, j'ai eu de la chance d'en manger au Mexique et effectivement d'en retrouver ici. On sent le miso, effectivement. Hein, il y a cette, un peu de sucrosité, un peu d'amertume. C'est super bon. Et donc là, on a décidé de faire une recette 100% Huila Coche et maïs. Pourquoi? Parce que ils sont associés dans la vie, donc on ne voulait pas les dissocier dans l'assiette, entre guillemets. Et donc on les a fait... On avait vraiment fait une assiette qui allie les deux. On a également des magnifiques maïs que fait pousser Driss, des variétés anciennes. Driss a beaucoup voyagé. Et donc on a pu grâce à ça, avoir vraiment des produits qu'on aurait eu du mal à trouver avant et qui aujourd'hui sont accessibles et qui poussent sur nos territoires. Ismaël, je ne veux pas te mettre la pression, mais tu as encore pas mal de boulot et il nous Allez, reste on y 10 va. minutes. Vas-y, envoie la purée. Donc la purée de maïs classique. Donc on a l'idée finalement encore du maïs et de son parasite. Hein, les deux cohabitent. Ça c'est assez intéressant de garder. Ici on va récupérer un petit peu de Huila Coche accru. Mais est-ce que tu crois que les anciens, ceux qui avaient des cultures de maïs il y a quelques décennies, qui probablement avaient croisé de ce genre de parasites sur leur plan, ils seraient capables de le considérer comme un produit noble aujourd'hui? C'est quand même... Alors, par la communication, on pourrait arriver à ça. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs voient ça plus comme une menace pour leur production qu'un moyen dérivé d'accentuer, de favoriser leur production. Ton maïs tourne. Hein. Donc le maïs qui a juste été grillé donc au barbecue avec le miso de Huila Coche, le Huila Coche accru. Donc la pâte qui va entourer le maïs, c'est la même pâte qu'on va retrouver, hein, qui va du coup la même cuire pâte en même temps que le exactement. maïs. Okay. Et le maïs, là, on l'a cuit dans une cocotte, on peut le voir ici. D'accord. Voilà. Il est cuit dans une cocotte, des pierres au fond pour qu'il n'y ait pas de contact avec le bouillon. Et là, on a travaillé sur un bouillon de champignons. Là, c'est les poils du maïs qui sont vraiment d'une délicatesse folle. Tu veux dire que la prochaine fois qu'on fait du maïs à la maison, on ne les jette pas, ces trucs-là? Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Pour goûter, c'est une délicatesse, une finesse qui est vraiment très agréable. Et on vient mettre quelques maïs accrus vraiment pour donner le croquant. C'est ça qu'on adore en fait chez nous, c'est aussi d'arriver à donner des conseils. Donc là, les poils du maïs, on en parle et du coup derrière, on a les mêmes réactions. Ah, mais on peut le garder en fait, ça se mange. Ah, moi, je n'avais jamais imaginé. Je pensais qu'on pourrait les utiliser pour la cuisson, par exemple, pour pouvoir garder dans un petit cocon un peu humide, mais effectivement, on peut les manger à cru, c'est très bon. Il y a cette petite note de maïs très douce, très agréable. Et puis il y a le petit croquant qui est super bien. C'est très fin et ça permet aussi de faire un peu de pédagogie aussi sur des choses qui sont jetées qui normalement sont jetées et qui là peuvent être réutilisées. Très bien. Combien d'assiettes tu as encore à sortir? J'en ai 3. Alors on y va. On va accélérer et s'il faut on peut Ça me rappelle une démo d'hier, ça, pour ceux qui étaient là hier. Voilà, donc là on est sur un pitivier de betterave. Donc on travaille beaucoup les légumineux et souvent ça peut être vraiment aussi intéressant qu'avoir un plat de viande. Donc là, le pitivier de betterave, donc ça va être une base de pâte qui va cuire avec à l'intérieur une betterave qui est à... Alors on a deux styles de betterave. On a une betterave qui a été fermentée et une betterave qui a été confite dans l'esprit, qui a été confite avec du sirop de mûre. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil à mon grand-père. Mon grand-père qui nous fait des sirops de mûre chaque année. On a même des millésimes de sirop de mûre. Il va faire la cueillette des mûres sauvages. Et donc c'est une petite façon aussi de Et qu'est-ce que ton rendre grand-père hommage. dit de cette cuisine que tu fais à Empreinte? Comment il en parle, lui? Parce que, honnêtement, je ne suis pas sûr que le maquereau, le chou rave, quand il avait ton âge, il le mangeait de cette manière-là. Donc, comment lui... Ton grand-père. Ah, mon grand-père, il est surpris. Pour lui,
c'est pas sa génération, c'est pas sa façon de consommer, mais en même temps, il y a cette ouverture d'esprit aussi qui l'interpelle et qui, quand il vient manger au restaurant, c'est des choses qu'il n'a jamais mangé de sa vie. Bien sûr. Et il est ébahi aussi de pouvoir, à son âge, découvrir encore. Des Redécouvrir, nouvelles parce choses. qu'encore une fois, tu dis qu'il a jamais mangé ça, du chou rave, du maquereau, du maïs, Oui, Ouais. de la voilà. betterave, sans aucun doute que c'est vraiment les produits du quotidien aussi pour toute une génération. Donc là, il s'agit de transformer, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer que le geste du cuisinier aujourd'hui, il est dans l'engagement, effectivement, de choisir les bons produits, mais aussi de transformer, de réussir à en faire quelque chose que ceux qui ne sont pas cuisinés ne savent pas faire, et de venir chez vous pour ça. Donc moi, je suis sûr qu'il doit être très content, effectivement. Et voilà, donc là, le pithivier avec une petite crème au réfort, voilà, qui va amener un côté moutardé, un côté, justement, la viande, manger avec la moutarde, c'est un peu dans l'esprit de tout le monde. Quelques petites mûres sauvages, Tiens, on va la mettre là, c'est très bien. quelques petites mûres sauvages et quelques pousses. Donc de on voit, betterave. c'est des lamelles de betteraves qui sont Voilà, utilisées. on a déroulé les betteraves et ensuite on a roulé ça comme un croissant en Ok. fait et qu'on a enfermé dans la pâte à pithivier. Très Cuit bien. à 150 degrés pendant 18 minutes. Super. Voilà. Ça, c'est gourmand aussi. Hein. Bon, très rapidement sur celui-ci, on a voulu aussi représenter en fait une base aussi de notre cuisine qui est de montrer qu'on peut faire des techniques comme pour la viande, la protéine, qui Bien est sûr. avec des techniques traditionnelles, le pithivier. On peut s'y attendre au pigeon. Et en fait de dire, non, là on vous fait en fait un plat qui peut penser à la viande, Bien sûr. mais c'est que du végétal à l'intérieur. Donc c'est un petit peu la base aussi. C'est exactement Ouais. ça. Et on peut terminer aussi sur cette assiette avec le sel naturel. C'est des œufs de hareng de Jean-Claude, qui est JC David, Bien à sûr. côté de Boulogne-sur-Mer, Très vieille Et maison qu'on a fait déshydrater pour faire un sel naturel en fait, voilà, qui va qui venir rappelle évidemment les petites finir la mûre d'assaisonner. également. Exactement. C'est très joli. Au niveau chromatique, j'ai une cuisine aussi qui est dans l'esprit très chromatique, où on va aller associer les choses d'une même couleur. Voilà. Très bien. On enchaîne avec le pigeon, C'est la dernière, rassure-moi. l'avant. dernière. Dépêche-toi. On se dépêche. Alors, le pigeon de Stanford, Hervé de Kid. Donc, c'est des pigeons qui ont 28 jours. Pigeons qui sont abattus à l'étouffée. On est vraiment encore sur une production artisanale. Il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Donc, c'était important pour nous de mettre en avant ce pigeon. Et là, le pigeon, on a fait une recette vraiment du Nord. Donc, on a fait le pigeon à la bière. Donc, sur le pigeon à la bière, on a travaillé un malt fumé de la brasserie des Singes Savants. Une magnifique microbrasserie en fait qui s'est montée en même temps que nous il y a 4 ans sur l'île et qui a un petit peu cassé les codes aussi puisqu'ils ont décidé en fait de faire des bières très petits traits en alcool alors que nous normalement à Lille c'est un peu plus la bière belge qui est Qui est dans plus les cœurs, costaude, hein, ouais. voilà, plutôt costaud, des choses qui tapent. Et en fait ils ont décidé de travailler un peu, enfin c'est là où ça a matché entre nous, de la même vision, c'est-à-dire de faire des bières petits traits pour aller chercher l'aromatique. Très bien. Et du coup une gamme aujourd'hui qui est assez incroyable avec des bières à la salicorne, des bières au thé noir, des bières. Alors, enfin, je vous c'est invite chouette. aussi demain à revenir sur la scène sucrée, je ne sais plus à quelle heure, mais en début d'après-midi, parce que Jessica après Alpato va justement proposer un dessert à la bière qui est vraiment incroyable, qui va, à mon avis, vous intéresser. On sera là. Donc, bah, il faudra être là. Donc là, on a mis un caramel de malt, donc dans l'esprit d'un pralin malt, qui va amener un peu de sucrosité, un côté aussi maltais, un côté de torréfaction, Un peu gourmand côté aussi, fumé. un peu caramélisé. Ensuite, on a fait un gel avec les fleurs de houblon. On est en pleine saison des fleurs de houblon là qu'on a été cueillir avant-hier chez Driss. Ici, on a notre pigeon. Donc, on a levé les suprêmes et on l'a cuit dans son jus. Donc, thermoplongeur à 60 degrés pendant 6 minutes. Voilà, entièrement recouvert par son jus. Ça va lui donner une texture très particulière, une texture très tendre, presque de foie. On est presque sur une texture de foie. Donc, Très bien. c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que juste pour ceux qui étaient là juste avant, on voit à quel point le pas pigeon avec un peut même produit, est travaillé si différemment. Spatule. Hop. Donc là, notre pigeon, on a été rajouter des graines de malt, les mêmes graines de malt qui nous ont servi pour faire notre condiment. Et il y Ici, a un peu d'amertume là-dedans. Pour le coup, on retrouve un peu l'amertume de la bière ou pas tant que ça? on retrouve les composants de la bière et il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume parce que Dans le le gel houblon. houblon, Ouais, qui va être très puissant. Et ici, on vient finir avec très joli ça. des pousses de houblon, des jeunes pousses de houblon fraîches. Voilà. Un jus qui a été travaillé maltais aussi. Vraiment, on va au bout du processus et on va venir finir de recouvrir
notre pigeon avec une raviole translucide qui va justement, comme dans la cuisine, amener la surprise, la découverte. On va voir certaines choses par transparence et il va falloir couper pour tout comprendre. Pour tout comprendre. Très bien. Donc la raviole est ici. Allez, il te reste 1 minute, Ismaël, pour terminer. Ça va le faire, ça va le faire. Et alors, la raviole, c'est à base d'une farine? Donc c'est une raviole d'amidon, amidon de maïs. Et voilà, et qu'on vient terminer juste délicatement. Charcuterie de pigeon, toujours dans l'esprit, ce qui va donner un petit peu de relief. Là aussi, on va condimenter légèrement. Hein. Et on finit avec notre petit jus de pigeon. On a des plats qui se saucent chez nous. Et on est sur la gourmandise. C'est magnifique cette assiette. Hein. Je la pose là. Et allez, tu as encore 1 minute. Eh ben, allez, moins d'1 minute pour terminer. C'est parfait. 30 secondes. Et on termine avec l'instant sucré. Donc voilà, là on a pu voir un petit peu la déclinaison d'un menu chez Empreinte. Donc on est sur une mousse argousier, donc de l'argousier de la Côte d'Opale qu'on va cueillir avec les équipes. Souvent on se fait des sessions où on part ensemble. Ensuite on a fait un condiment, un confit d'algues kombu. Un gel d'argousier. Donc ça c'est les gels vinaigres qu'on peut retrouver un petit peu partout dans ma cuisine. Ouais, on voit les touches d'acidité qui vont donner du relief et un peu de vivacité. Exactement. Hop, une cuillère s'il vous plaît les gars. Les baies d'argousier fraîches. Donc ça, ça doit être un dessert assez vif, hein, encore une fois. Hein. C'est un dessert vif. C'est un dessert qui mêle encore des saveurs inédites. Je te déconcentre, mais... Je me dépêche. Le citron confit, donc c'est du citron fermenté de chez Michel Bachès qu'on a acheté cet hiver et qu'on a mis en fermentation. On travaille aussi beaucoup sur les fermentations pour aider nos producteurs. Le cœur du citron, ça nous permet, quand ils ont des stocks un peu trop importants, de pouvoir les dépanner. Et nous, on avise plus tard sur la recette qu'on pourra proposer. Avec cette eau de fermentation, l'eau de fermentation qu'on a récupérée des citrons, on a fait une meringue à la base de blanc d'œuf déshydraté et eau de fermentation qu'on vient aromatiser avec du kombu, avec de l'argousier et avec notre citron. Et une tuile de kombu. Et Ismaël, tu m'en voudras pas si je dis que tu es quand même un viking qui fait une cuisine d'une extrême délicatesse. C'est souvent ce qu'on me dit. C'est terminé là? C'est terminé sur le dessert. Donc citron meilleur, argousier et algues kombu. Bon, écoutez, voilà. On va l'applaudir très fort, Ismaël et Inès. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle démonstration de finesse. Et on fait une très courte pause et on vous remercie. À tout de suite. Merci beaucoup, à bientôt.